tu te fous de ma gueule. Comme toi qui m'écoutes, j'ai fait de la prépa mentale avant d'être combattant. T'es trop fort, Mickaël. J'ai des frissons, putain. Le pardon, c'est un putain de concept. Ouais. Ah, bravo. Bah, c'est moi qui vais te poser des questions, c'est toi qui vas faire le podcast. Hein. Et boum, je le touche au front et il se fait une fermeture éclair. Je m'entraîne pas pour un combat de boxe. Je m'entraîne pour la vie. Regarde le podcast de Mickaël Go Fighting, c'est trop bien. Quand tu vas finir ce podcast, tu vas te sentir bien. Donc, bien sûr que je me fais pipi dans la culotte. Je suis en face d'un de mes cauchemars de jeunesse. Tu peux pas savoir à quel point. Tu me faisais peur. Bah, toi. Ah ouais? En tant que combattant? Mais ouais, bien sûr. J'avais pas envie de te croiser. J'avais pas envie de croiser Mike Tyson. Tu vois, c'était à ce niveau-là d'inquiétude que je te plaçais, tu vois. Ah bah, merci pour la comparaison, c'est touchant. Hein. Et pourquoi je ne combats plus? Parce que je suis handicapé à plus de 80%, Aurélien. Oh, qu'est-ce que tu as? Je suis allé à l'hôpital un jour et j'en suis ressorti 1 an plus tard. Un diagnostic de bonjour, monsieur Grossman, on ne sait pas ce que vous avez, mais on va vous amputer du pénis dans 48 heures. On va vous amputer de la jambe gauche, puis de la jambe droite, puis du bras gauche, puis du bras droit. Tout a été annulé parce que mon cerveau a fait le boulot. J'ai pris le contrôle de mon cerveau. Donc, je me suis relevé de ce fauteuil roulant. Ouais. Parce que je n'avais pas le choix. Quoi la maladie, la pathologie qui était identifiée? Une pathologie orpheline et incurable qui s'appelle la maladie de Buerger, qui est une maladie cardiovasculaire et qui fait qu'en fait, je n'ai pas d'artère dans les jambes, tu vois. T'as pas d'artère dans les jambes? Non. Et comment le sens dans tes jambes alors? Ben écoute, compare ça un peu à une autoroute. Ouais. L'autoroute, elle est bouchée. Par contre, tu as quand même des petits chemins de campagne qui sont là. Et en renforçant ces petits chemins de campagne, tu arrives à sauver déjà tes membres, d'une part, premier élément. Et deuxièmement, c'est là où ça m'a conduit cet été. Il y a 1 an, j'ai pris la décision de faire une Spartan Race alors que je n'étais pas capable de marcher 10 mètres. Et cet été, je suis devenu un putain de Spartiate, tu vois. J'ai fait une Spartan Race. Ouais. Ah, bravo. Bah, c'est moi qui vais te poser des questions, c'est toi qui vas faire le podcast. Hein. Parce écoute, en termes de résurrection là, et de renaissance, bravo. Hein. J'entends j'ai pas besoin de préparateur mental. Mon préparateur mental, c'est moi, un très très haut niveau mondial. J'ai entretenu cette croyance aussi, je l'ai dit aussi, les combattants, les sportifs de haut niveau, les winners, même les femmes fortes aujourd'hui, certains gamins, on est plein d'orgueil, plein d'ego, self-made man, self-made woman. On a l'impression qu'on doit rien à personne, on développe ce qu'on s'est développé, et ce qu'on ne sait pas, on ne va pas l'apprendre, on refuse notre ignorance, et j'ai été obtus des œillères. Si on m'avait dit au début, au milieu de ma carrière, tu veux être plus fort, tu veux mieux boxer, tu veux être plus puissant, plus rapide, assieds-toi, croise les jambes et respire. Je t'aurais dit, tu te fous de ma gueule. Pendant que je fais ça, l'autre, il fait des pompes, là, tu vois. Je n'y croyais pas non plus. Donc, il faut être très accueillant, très empathique, très compréhensif. Bien souvent, quand on a fait sauter une barrière, une limitation, dès qu'on a ouvert, on oublie que si on a ouvert, c'est qu'avant, on était fermé. Tu le sais pas encore, mais on est très proches, toi et moi, en termes de mode de pensée. Il y a des choses qui me disent que si, hein. Tu peux te rassurer. Une partie de moi le sait, sinon on ne se parlerait pas aussi longtemps, j'aurais déjà raccroché sinon. Les locks, c'est les locks, c'est ça. Les locks, c'est à l'intérieur de la tête. C'est vrai que c'est le premier pour toi, donc déjà un grand bravo. Que tous les followers te supportent et te soutiennent. C'est courageux de faire ça. La prise de parole, se mettre en vidéo, être confronté, même si je suis très sympathique et que tu le sens, c'est fluide, bah, parfois il y a des personnes qui nous impressionnent. Et c'est encore le cas pour moi aussi. Hein, je trouve que ça magique, ça nous laisse dans la candeur de l'enfant, dans la capacité à s'émerveiller. C'est exactement la comparaison que je faisais à un ami à qui je parlais de notre enregistrement d'aujourd'hui. Je lui disais, j'ai l'impression d'être un petit garçon qui va ouvrir ses cadeaux de Noël, quoi. Tellement j'étais impatient d'avoir cet échange avec toi, quoi. Allez, ravi d'être ton cadeau alors. Et c'est un cadeau pour moi aussi. Les sports de combat, c'est pour les hommes, ou les brutes. C'est comme ça, c'est biologique. Et puis, t'as pas peur d'abîmer ton visage? Tu veux ressembler à un garçon manqué? Stop. Portons Egno, brisons les préjugés. Porter Egno, ce n'est pas seulement porter des vêtements. C'est aussi briser les préjugés sur la pratique féminine des sports de combat. C'est prouver que les femmes ont leur place sur un tatami, dans un ring ou dans une cage. Et c'est faire partie d'une communauté de femmes fortes et badass. Bienvenue dans le podcast Go Fighting, le premier podcast consacré au mental dans le MMA.
Go Fighting, c'est le nouveau rendez-vous de celles et de ceux qui connaissent le mieux les enjeux du mental et les exigences des sports de combat. Combattantes, coachs, préparateurs mentaux, ils partagent dans Go Fighting leurs expériences, leurs histoires et leurs visions. Alors, petite confidence, je suis particulièrement heureux d'accueillir comme tout premier invité un immense champion et sa pensée tout à fait singulière dans le monde des sports de combat, Monsieur Aurélien Duhart. Bonjour Aurélien, sois le bienvenu dans Go Fighting et merci surtout d'avoir si gentiment accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour Michael, ça va très bien, merci. Merci pour cette belle intro. Merci aussi pour le petit moment qu'on a eu en aparté tout à l'heure. Et j'ai hâte de ce moment et je suis vraiment ravi. Bon, tu as bien conscience que là, je t'ai attiré dans un traquenard, en fait, Aurélien, parce que tu es le tout premier invité de ce nouveau podcast. Donc, tu vas avoir non seulement essuyé les plâtres de mes avaries techniques qui ne vont pas manquer de survenir, bien évidemment. Et en plus, tu vas avoir du mal à refuser la distinction de parrain de ce podcast Go Fighting, parce que si tu refuses, là, ça va me mettre dans une mauvaise énergie et tu ne veux pas de m'infliger ça, n'est-ce pas? Tu seras responsable de l'énergie dans laquelle ça te met si je te dis un non. Pas responsable de ce que ressentent les autres quand vous leur dites oui, et tu n'es pas responsable des autres quand tu leur dis non. Et ça, c'est un point que je vous donne tout de suite. Nous avons un ego, une partie de nous qui vibre le manque. Si l'ego te plaît pas, appelle ça autrement, nos plaies, nos parts d'ombre. Et souvent, quand on fait une demande, bah, qu'est-ce qu'on attend? Qu'on nous dise oui. Sinon, on ne demanderait pas. Et quand on nous dit non, ça crée chez nous de la frustration, de la colère, de la déception, ça peut faire des élastiques, des rappels, et là, on peut aller faire la gueule, maltraiter, en vouloir ou forcer celui qui a dit non. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça qu'on distingue une demande d'une exigence. Si quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il te dit non et que tu te sens mal, ton non n'a rien à voir. C'est que c'est toi qui voulais du contrôle, qui voulait à tout prix obtenir une chose et qui ne sait pas accueillir et entendre un non et qui ne sait pas nourrir ce besoin différemment et continuer d'aimer les personnes quand leur comportement ne nourrissent pas tes attentes. Donc c'est très subtil. Souvent, on en veut à l'autre parce qu'il a dit non, mais le vrai résultat, c'est la vraie question, c'est pourquoi ça te met dans cet état-là et est-ce bien légitime de vouloir forcer les autres à vouloir nous servir? Mais tu vois à quel point je suis fourbe, c'est Première période. que je me suis prémuni de toute attente en ne te formulant pas de demande, mais en t'intronisant parrain de Go Fighting. Très bien, j'accepte. Go Fighting, c'est parti. Bon, Aurélien, t'imagines que j'ai renoncé à la partie reportage sur ton enfance parce que tu es capverdien, tu es né au Sénégal, donc tu as été portugais jusqu'à l'âge de 5 ans, tu es arrivé à Marseille à 3 ans, le tout avec un passeport suisse. Franchement, moi, j'ai pas pu suivre. Au niveau budget, tout a explosé, tu comprends bien. Ça se complique parce que tu es l'un des 28 enfants, je répète, 28 enfants officiels de ton papa. Il y en a beaucoup plus. Et donc, on voit tout de suite que ça va être compliqué, la vie d'Aurélien. Marseille, ville juive, puis départ dans l'est de la France, la nécessité de te placer dans une famille d'accueil pour ta maman. Une vie qui se déroule dans une caserne militaire, à l'ancienne. C'est un peu violent comme départ des plages de Dakar, non? Ouais, c'est violent. C'est très violent d'être arraché de l'endroit où tu as vécu pour qui que ce soit, même quand tu décides toi-même un déménagement à l'âge adulte, ça te fait des choses. Donc ouais, bien sûr, le manque d'informations, surtout à l'époque, hein. On me déplace à droite, à gauche, années 70. Les parents eux-mêmes sont dans la précarité, le manque, la difficulté financière. Ils n'ont pas conscience de leur plaie émotionnelle, la psychologie, tout ce à quoi on a attrait aujourd'hui, ils ne connaissent pas, donc ils avancent. Et toi, tu suis.
Donc ouais, la caserne militaire, pas longtemps. La famille d'accueil, 2 ans, mais de 3 à 5 ans, il y a des périodes où tu te structures les 4 premières années de ta vie et les 7 premières années en général. Et là, tout ce que tu vis, ouais, avant l'âge de 4 ans, le cerveau de l'enfant confirme-moi, est en état θ tout le temps. C'est-à-dire qu'il est Exactement. poreux, il est en état d'hypnose, tout est vérité, tout est intense, tout. Et donc, ce que tu vis, si ça manque de stabilité, d'écoute, de calme, de tranquillité, bah, c'est trop brutal pour le petit cerveau d'un gosse et ça crée des traumas, quoi. J'ai eu un toit sur la tête, à manger, de l'école, de l'hygiène, de la toilette, certainement comme beaucoup d'entre vous, peut-être même des jouets, des vacances, tu vois. Mais mes photos, mes épaules en avant, les yeux baissés, où il est mon père, pourquoi ma mère elle n'est pas là, j'ai l'impression de ne pas être aimé, j'ai l'impression de ne pas exister, je ne comprends pas ce qui se passe, et il n'y a personne pour s'occuper de ça. Donc tu dénies, tu mets ça dans le placard comme tous les gosses et tu développes un personnage en fonction de ton histoire. Et moi, j'ai développé la victime, le super fragile. Je ne mérite pas l'amour et je vois que ceux qui ont mal, ceux qui sont malades, ceux qui se plaignent, ils attirent l'attention et on leur donne de l'amour. Donc voilà, j'ai adhéré à ce rôle-là. Aurélien, on fait là état de tes tout premiers souvenirs de tout petit garçon, s'ils existent encore précisément. Ouais. Mais je suis sûr qu'au niveau émotionnel, il y a encore des traces aujourd'hui. Que tu peux exactement nous raconter l'état émotionnel que cette période de ta vie a laissé. Bah oui, tu peux être sûr, Michael, il y a toujours des traces, mais la question, c'est pas les traces qui restent de l'événement, c'est C'est ce que tu en aujourd'hui. as fait. C'est comment je réponds à ces mémoires. Bien sûr que oui, si je ferme les yeux et que je revois ce petit gamin de 3 ans en boule dans un foyer pendant 2 mois, je crois, tout seul, et ensuite j'ai retrouvé ma sœur, ouais, ça me fait de la tristesse, ça me fait un sentiment d'injustice, d'incompréhension. Mais tu vois la différence, c'est qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé le travail sur moi, quand on m'a posé cette question, je me suis écroulé en larmes pendant 2 heures et j'en voulais la terre entière. Et là, aujourd'hui, il y a même de l'amour dans le souvenir. J'ai même le sourire parce que j'en ai beaucoup pleuré. J'en ai pleuré des heures et des heures, les méditations de l'enfant intérieur, retourner voir mon histoire. J'ai beaucoup évacué, libéré toute cette tristesse que j'avais accumulée. Et c'est très surprenant. Donc aujourd'hui, je suis conscient que tout a deux faces. Et dans cette période difficile, il y avait des moments magiques. Je me souviens, l'école dans la forêt, la famille d'accueil, une famille traditionnelle, monsieur et madame Jardin, à Folquemont, dans l'est de la France. Je salue ce petit village et toute la famille Jardin, même si j'ai plus de contact. Le papa mineur, le potager derrière, la mère, mère au foyer avec ma sœur et moi, plus 3 autres gosses, le potager. Une vie paisible, dans le calme, les sorties à vélo, les champignons, tout ce qui devait se faire, quoi, tu vois. L'été en Ardèche, c'était génial. Il y avait des belles choses. Et l'apprentissage de s'adapter. 14 déménagements avant l'âge de 14 ans. Caméléon, nouvelle langue, nouveau lieu, nouvelle langue. Va dans l'Est de la France, tu bois du schnapp, tu manges des mirabelles, l'accent n'est pas le même, tu vois, les rythmes. Et ouais, aujourd'hui, tu vois, j'en ai les yeux humides et c'est des larmes de joie, quoi, tu vois. Ça me fait remonter que, comme toi qui m'écoutes, j'ai fait de la prépa mentale avant d'être combattant. Qui n'a pas vécu un divorce, voir ses parents se déchirer, ne pas avoir ses besoins nourris, se sentir rejeté de la classe, différence, faire semblant. On a tous vécu ça, putain. Et je te remercie d'accueillir le boxeur et le champion pour te parler de comment j'ai gagné des combats. Et avant ça, 14 fois, j'ai eu des fractures quand j'étais gamin. Et sans préparation mentale, sans équipe de France, des fois même sans kiné, sans rien, mes os se consolidaient et je retournais jouer à la chasse à l'homme, je retournais à la piscine et je retournais jouer au foot avec les potes, et même avec le plat, j'allais au goal, tu vois. Donc, il y avait un élan en moi qui, malgré cette histoire de je suis malheureux, j'ai pas mon père, je suis 1m33, je pisse au lit, je redouble, les filles ne s'intéressent pas à moi, avec tout ça, il y avait, j'ai de l'humour, j'ai une chambre, j'aime lire, j'ai quelques potes, j'ai une famille. Il y avait plein de choses positives. Et mon regard était orienté sur le manque, sur ce que j'ai pas, sur la comparaison, les jugements, certainement comme toi qui m'écoutes, quel que soit ton âge. Et en mettant le projecteur ailleurs, tu vois tout le positif, et en ouvrant le spectre, ben, ça fait un équilibre, une danse qui te dit, mais tout ce que j'ai traversé, ça m'a construit, ça fait la personne que je suis. Mon passé, Et c'est mon histoire et je voudrais pas
m'amputer, enlever, changer des choses, parce que sinon je ne serais pas cet être-là, tu vois. Et tu en arrives donc à toucher la gratitude, en fait. Ouais, complètement. Le pardon, c'est un concept. Le pardon, c'est un putain de concept. Tant que t'en veux, il y a le bien, le mal, il y aurait... je te pardonne. Waouh! Mais tu aurais le pouvoir de ne pas pardonner les gens. Mais c'est toi qui souffres quand tu pardonnes pas. Donc, tu vois, il y a que Dieu qui pardonne. Tu vois, nous, on est là, on accepte, on recommence à zéro, on accepte que l'autre soit désolé, on refait confiance. Et, enfin, bref, et ouais, c'est merci pour ce qui a été. Même si c'est dur à dire, c'est ça qui est libérateur. Merci, pas aux personnes, merci aux épreuves, merci à ce que j'ai appris, merci aux événements, merci aux situations, merci aux compétences que j'ai développées, merci aux nouvelles personnes qui m'ont vu dans cette merde et qui sont venues, toi, sur ton fauteuil roulant, t'assister, ces blouses blancs, ces gens qui étaient là. Je suis pas seul, quoi. C'est une illusion. Et encore une fois, tout ça, on le rencontre avant le sport de haut niveau, avant l'entrepreneuriat, avant les études supérieures, avant le burn-out, avant... C'est dans notre programme, quoi. Je répète la palissade-là, cette évidence. Est-ce que tu sais combien de fois on est tombé avant l'âge de 1 an à peu près, avant l'âge de tenir debout en équilibre? Est-ce que tu as une idée du chiffre? Oui, c'était étudié entre 2 et 3 000 fois, oui. Ouais, entre 2 et 3 000 fois. Attends, parce que là, on va un peu vite avec l'émotion tous les deux, toi qui m'écoutes là. Entre 2 et 3 000 fois. C'est-à-dire, pour une expérience, tenir debout, tu t'es laissé 2000 chances, 2000 tentatives, 2000 essais. Et quand tu es tombé la deuxième fois ou la troisième fois, tes parents, ils n'ont pas dit « Ah, celui-là, il n'est pas fait pour la marche ». Tu vois ce que je veux dire? Même autour de toi, on y croyait encore. On savait que ce process était long. Et aujourd'hui, pour tenir ta fourchette, ton stylo, pour faire un rond, pour verbaliser ton prénom, combien de milliers de fois on s'y est repris? Sans jugement, sans culpabilité. Dans le berceau, on était même des fois encouragés, poussés, stimulés. Bravo, super. À chaque fois qu'on avait une petite réussite, on regardait pour voir la validation extérieure. On avait notre satisfaction et la validation extérieure et les encouragements. Et c'était juste un process. Et un jour est arrivé, tu ne dois pas te tromper. Il ne faut pas faire d'erreur. Non, pas comme ça. Plus vite, moins vite. On a été déconnecté de notre rythme, de cet amour qu'on avait, de ces encouragements. Et en changeant tout ça, on a invité la culpabilité, le ressentiment, la dévalorisation. Et c'est tout ça qui nous a plombé. Les expériences sont les mêmes. J'ai envie de profiter, Michael, d'être très spontané. Comme je te l'ai dit tout à l'heure avec la première perle, je ne sais même plus à quel sujet. Tu vois, on peut se faire un collier, je vais donner des perles régulièrement. La notion d'échec. Là, je te partage vraiment quelque chose qui va changer ta vie, toi qui m'écoutes. L'échec n'existe pas. Point bas. Allez, efface ce concept de ta tête. Raté, loupé, ça n'existe pas. Tu fais des tentatives, tu fais des essais, des expérimentations et tu obtiens des résultats. Il y a des résultats qui t'approchent de ce que tu veux, donc tu les continues. Il y a des résultats qui t'éloignent de ce que tu veux ou qui t'approchent d'autre chose, donc tu fais un changement. C'est ce que Regarde un j'appelle truc. recommencer plus intelligemment. Et à force de recommencer plus intelligemment en se nourrissant de nos chutes, de nos erreurs, de nos échecs, eh bien, on devient plus grand petit à petit. Et là, ça devient plus qu'un jeu de patience. Et là, je te rejoins. Oui, l'échec n'existe pas. Je suis à 100% d'accord avec ça. Ouais. Donc, regarde bien si le concept ne rentre pas dans ta tête que l'échec n'existe pas. On va faire, je ne sais pas comment je vais me débrouiller en vidéo, mais regarde. Je vais prendre ce mouchoir et je vais le poser dans ma main. Regarde. Ah, yes, j'ai réussi à le poser par terre. Ce n'est pas un échec. Il n'est pas dans ma main. Je n'ai pas réussi à le mettre dans ma main. J'ai réussi à le mettre ailleurs. J'ai réussi à le mettre par terre. J'ai 2 résultats. Maintenant, je vais conscientiser. Est-ce que le mouchoir par terre, c'est confortable pour moi? Est-ce que c'est pratique? Non. Ça crée une perturbation, ça me fait me baisser, c'est moins accessible. C'est inconfortable pour moi. Donc, j'en prends conscience et je me demande qu'est-ce que je veux. Je veux que le mouchoir soit dans ma main parce que c'est plus confortable, c'est plus accessible, ça ne perturbe pas l'audience et c'est OK. Donc, je vais recommencer, je vais me laisser une deuxième chance. Et à la différence de tout à l'heure, je vais changer quelque chose. Peut-être je vais poser mes yeux dans la paume de ma main. Peut-être je vais décaler ma main d'1 centimètre de plus. Et là, Tu recommences plus intelligemment. C'est exactement ça. j'obtiens un autre résultat.
Je ne me suis pas jugé qu'il soit tombé. J'ai recommencé en changeant quelque chose. La seule définition de la folie, c'est continuer à faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Si j'avais fait le même geste avec la même précipitation, la même inattention, j'aurais obtenu le même résultat. C'est mathématique, c'est pas le hasard, tu vois. Donc voilà, dites-vous ça, c'est vraiment un truc qui change la vie, de retirer la culpabilité. Je n'ai rien raté, je n'ai rien échoué. J'ai expérimenté et j'ai appris quelque chose. Et quand tu fais ça, immédiatement, tu retires le ressentiment. La culpabilité, c'est de la haine de toi. La culpabilité, en vouloir à l'extérieur, en vouloir à toi, c'est t'inoculer immédiatement du cortisol, du stress et te faire un shoot de poison. Et après, tu traînes ça pendant des jours, des heures, des mois, voire des années. Et tu ne peux pas avoir une bonne idée et une solution tant que ton corps est acidifié par cette culpabilité, ce ressentiment et cette haine. Donc, en te débarrassant de tout ce qu'on t'a appris, t'en vouloir, te punir, te rabaisser, te flageller, eh ben, en te débarrassant de l'attitude que tu portais face au comportement, tu adoptes, tu fais de la place et tu adoptes la conscience, comme tu dis, l'intelligence, la raison, être raisonnable, tu vois, la déduction, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça encore, la synthèse, l'analyse des choses qui sont accessibles pour toi. Le process évolutif normal. Il nous met tous dans un état de chaos incroyable. C'est là deviennent nos syndromes de l'imposteur, nos sentiments d'illégitimité. Mais tout ça, c'est du flan, en fait. Ce que tu viens de nous décrire, c'est le process pour avancer vers tout objectif, qu'il soit de marcher pour le petit bébé ou qu'il soit de devenir champion du monde de pied-point, comme tu l'as fait dans ta carrière. Pour ton image, Michael, tu as raison, c'est du flan. Mais le flan, c'est de la matière, ça existe. Hein. D'ailleurs, si tu en bouffes, c'est pas très bon pour ton corps. Hein. Mais le flan, c'est une matière, tu vois. Tu as une idée de flan, c'est un concept, et d'un coup, tu le crées, il devient matière. Hein. Comment dire, la vibration devient particule. Et cette vibration, je suis nul, je ne devrais pas rater, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ben, tout ça, il faudra avoir quelques connaissances basiques. L'être humain, c'est de l'électricité, de la chimie. Et donc, on crée de l'acidité, et cette acidité, c'est elle qui nous abîme, qui nous rend malade et qui nous fait nous enfermer dans ça, parce que le corps, le système s'habitue au niveau d'acidité dans lequel il a été nourri, bercé, et il va rechercher ça. On retrouve le cours de ton évolution petit enfant. Les 3 ans qui vont suivre ce passage dans l'Est, tu vas les passer avec ta maman, et celui que tu appelais Papy. Tu nous expliques qui est ce qui semble t'avoir marqué, cet homme. T'es trop fort, Mickaël. J'ai des frissons, putain. C'est rare un travail journalistique précis comme ça. Donc, ouais, donc Dakar jusqu'à 3 ans. Après, dans l'Est de la France, bon, un petit peu compliqué entre Dakar et la famille d'accueil. Je crois qu'il y a eu pas mal de déménagements un peu à Marseille. Après, on est venu un peu à Villejuif chez une tante. Après, on est retourné chez une grande sœur dans l'Est. Ça n'a pas pu bien se passer. Et là, on retourne en famille d'accueil, donc très compliqué. Et, euh, et ensuite, ma mère me récupère. Donc, j'avais 5 ans. Et elle était avec un chéri, un monsieur un peu plus âgé qu'elle. Je pense que ma mère cherchait plus un père et une figure masculine paternelle qu'un homme, tu vois. Et il en manquait elle-même du père aussi. Hein. Et donc, je me retrouve à 5 ans avec un bonhomme, Hernandez Rubia Antonio, Ouh, ça fait rêver, ça. né en 1909 à Guadix, en Andalusia, au sud de l'Espagne, en 1909. Wow. Et donc, j'ai été élevé par cet homme-là. Là, il y a des histoires à écouter, là, j'imagine, non? Oh, plein, des tonnes. Donc, il m'a récupéré, j'avais 5 ans. Et il était là jusqu'en 95, jusqu'à mes 25 ans. Donc, c'était un père de Wow. substitution, un modèle. Que dire sur lui? Tellement de choses. Mon Dieu, les valeurs qu'il m'a appris, la sincérité, l'honneur, le calme. Euh, un homme qui a combattu le Franco en Espagne et qui ensuite est arrivé en France. Il a traversé les Pyrénées à pied, il a bouffé de la neige, il a été recueilli par une famille, il a été dans le camp de concentration à Argelès, où il y avait tous les immigrés espagnols. Et ensuite, il a Wow, été à wow, wow. Creuse, il est devenu expert comptable, il n'a jamais été à l'école. En 1909, il gardait les vaches et il allait avec ses vaches à la sortie de l'école et il allait voir les petits bourgeois qui allaient à l'école et il leur demandait qu'est-ce que tu as appris. Il a été chef cuisinier dans un grand internat alors qu'il n'a jamais fait d'école de cuisine. Il a livré l'humanité d'immense en vélo dans la Creuse pendant pratiquement 30 ans. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 fois le tour de la Terre. On a compté le nombre de kilomètres.
l'Humanité Dimanche sur les vélos en acier avec les piles de journaux, un communiste, le communisme de l'époque. Hein. C'était, il y a des richesses, partageons-les. C'est pas les riches et des salauds, c'est pas il faut pas de production, c'était pas ça. Hein. C'était le monde évolue, il y a de la mécanisation, on multiplie les richesses, les ouvriers vont moins travailler et on va répartir les richesses et tout le monde va vivre à sa faim. C'était ça le communisme. Hein. C'était pas on met le bien commun. C'était un patron gagne, allez, 10 fois, 100 fois ce que gagne un ouvrier. Aujourd'hui, il gagne 2 millions de fois ce que gagne un ouvrier. Tu vois, ça n'a plus de sens. Donc, un homme avec des vraies valeurs, simples, pas un film de guerre à la maison, pas de violence, pas de brutalité. Il a fait 9 ans de guerre. J'imagine qu'il a assisté à des choses qui lui ont donné un côté précieux de la vie. Et surtout, cet homme, c'est que moi, quand je l'ai vu à 5 ans, bah, je lui ai sauté au cou. Moi, mon père était resté à Dakar, j'avais pas trop de nouvelles, j'avais pas d'image paternelle, Monsieur Jardin n'était pas câlin. Je me suis posé sur ses genoux, je lui ai fait des bisous et j'ai appris la tendresse à cet homme. Quand j'ai rencontré ses enfants plus tard, ils m'ont regardé sur ses genoux, ils ne comprenaient pas. Ces enfants qu'il avait eu dans sa vie d'avant, dans sa vie de père, travailleurs, nourriciers, durs, aller au champ, il faisait pas de câlins, il faisait pas de bisous. Et moi, je lui ai sauté dessus, je lui ai appris la tendresse, quoi. Tu vois, il m'a appris tellement aussi. Donc, un homme fantastique, présent, calme, stable. Et le côté papy un peu. Tu sais, on dit que les grands-parents, c'est le kiff sans la pression des parents, tu vois. Donc on les écoute plus. Donc ouais, j'ai tellement de choses à dire sur cet homme. Désolé pour tout ce que j'oublie. Mais ouais, le truc rassurant, les valeurs qui font un équilibre et qui font que j'ai choisi le bon chemin, quoi, je pense. Ben, ça apporte une droiture, ça apporte des limites, ça apporte un cadre, ça apporte des valeurs. Et donc voilà, je voulais vraiment remercier Papy, sa fille Lina qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, toute sa famille, tous ses descendants. Et voilà, je lui dois beaucoup. Bon, physiquement, sous l'égide de ce papy, tu n'es pas encore la terreur du pied-point que tu vas devenir, hein, loin s'en faut. Tu es le plus petit de la classe, le plus timide, pipi au lit, tu nous l'as dit tout à l'heure, donc je ne trahis rien. Interdit de sport jusqu'à tes 14 ans, qui ont occasionné 14 fractures. Bon, tu avais globalement des os en vert, hein, zéro confiance, la peur, la victime idéale dans la cité du 8 mai. Hein. Est-ce que ça te décrit bien tout ça? Ah là 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 là. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Si je fais remonter Bon, plein de hein. Waouh, c'est chouette. tu es un malin, donc tu fais de la muscu de gentillesse. C'est Voilà. bien Ah oui, ça? c'est ça. Bah, tu sais, il y a. C'est le stratagème ultime, en fait. Ouais, je crois on développe des stratégies d'adaptation. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup en ce moment, un grand blond tout maigre, très timide, Paul Mirabel. Paul Mirabel, qui dit bah, je suis gentil, j'ai pas le choix. C'est J'ai pas le exactement ça. choix. S'il y a bagarre, alors bien sûr que oui, on développe des stratégies pour exister. Du petit fragile, je suis devenu celui qu'on veut protéger, le petit clown, celui qui met de l'ambiance. Et j'étais ce personnage-là, bien avant d'être ce champion. Du coup, quand ta maman essaie de te sortir un petit peu de ton quotidien et qu'elle t'impose d'aller chercher une activité, tu files direct au conservatoire apprendre la batterie. Ouais. Tu tombes sur un professeur qui te dégoûte définitivement de l'apprentissage de la musique, si j'ai bien compris. Et tu Bah ouais. crois sur le retour ton fameux ami Philippe qui sort lui du karaté. Et là, il va te retourner le cerveau. C'est ça que tu veux faire, mais maman, elle n'est pas d'accord. Tu peux expliquer à nos auditeurs comment tu vas contourner cet interdit et l'interdit médical de la même façon? Bah, déjà, ce qui est troublant, c'est que tu vois, on en parle avec légèreté, mais imagine-toi si tu as qui d'entre vous qui m'écoute là a eu une entorse, deux entorses, trois, qui a eu une fracture, deux. T'imagines voir ton enfant 14. et 2 mois dans le plâtre, se casser en tapant dans un ballon, en tombant, tu le condamnes et tu dis, nous à l'époque, il n'y avait pas de test osseux, mais le médecin avait supputé la maladie des os de verre. J'ai jamais fait les tests, tout ça, mais j'avais une vraie fragilité. Et bah, donc, la musique, je vais au conservatoire, et là, à l'époque, très strict, tu fais 2 ans de solfège, il faut apprendre à lire les notes, les partitions, je sais que c'est important, et aujourd'hui, on a énormément de musiciens, tu as plein de gosses, ils ne lisent pas une partition, tu leur mets un clavier, ils jouent, ils apprennent, ils vibrent, et après, ils apprennent les partitions. Donc, j'ai été coupé, encore une fois, dans cet élan. Dès qu'on veut faire, on nous dit non, tu n'as pas l'âge. Non, il y a cette espèce d'élan mondial de réfréner les enfants, par sécurité, hein, pour leur bien, hein, pas pour les contrôler. Hein. Bien sûr que c'est bienveillant à la base, mais il y a un putain de contrôle derrière. Et je croise mon pote qui fait du karaté, ça m'inspire.
accessible tout de suite, il bouge, il fait des choses, il revient avec des émotions. Et moi, ma mère veut pas. Le médecin d'enfance, je suis arrivé à Villejuif en 78. On est en 83. J'ai déjà totalisé, je sais pas combien de plâtres. Il me voit à chaque fois pour m'envoyer à la rééduque ou pour faire l'examen de contrôle. Et il veut pas me donner mon certificat médical pour faire du karaté. Il refuse. Le docteur Seban à Villejuif refuse catégoriquement. Et là, je me souviens dans la petite rue, son cabinet médical, rue René Hamon à Villejuif, dans le centre-ville, pas très loin du centre aéré où j'allais. Et moi, je voyais bien que entre les fois où je me cassais, mais il y a plein de fois où je me cassais pas. Je grimpais aux arbres, il y a plein de fois où je me cassais pas aussi. Pourquoi on comptabilisait pas ces fois-là? Tu vois? Et pendant que le docteur consultait ma mère, eh ben, il y avait l'ordonnancier qui traînait sur le bureau. Il avait un grand cabinet. Et quand il était du côté de la table d'auscultation, il était de dos au bureau. Donc moi, j'étais comme ça, imagine, abattu, déprimé, dégoûté de ne pas pouvoir faire du karaté et devenir Bruce Lee, quoi. J'étais vénère. Et là, bah, justement, La transgression s'impose. Ce dégoût, ce ras-le-bol, cette intensité appelle et provoque un changement immédiat. Si tu es dans une pièce et que ça brûle et que ça pue la fumée, tu vas casser un carreau, tu vas péter une porte, tu vas trouver une solution parce que c'est insupportable. Et ce côté, non, ça fait 13 ans qu'on me dit non. Ça fait 13 ans qu'on choisit ce que je mange, à quoi je joue, où je vais en colo, à côté de qui je m'assois en classe, qu'est-ce que je dois regarder à la télé, qu'est-ce que je dois lire, avec qui je ne dois pas jouer. Ça suffit. Cette rébellion bienveillante et nécessaire de l'adolescent, tu vois. Et je prends l'ordonnancier, je mets un coup de tampon dessus, sur une ordonnance, je prends une feuille et je la mets dans mon cartable. Et je déboule au karaté avec ça. Omi Naoki, le prof de karaté de Villejuif, qui est encore là aujourd'hui, je vais le voir vendredi, là. J'ai 53 ans, il était là il y a 40 ans, il donne encore les cours aujourd'hui. Et il dit, allez, on le prend un cours d'essai. Et voilà comment ça a commencé. Et voilà comment Jambe de Laine devient pratiquant de karaté Shudokai. Alors, Shukokai, ouais. Jambe de laine, bravo. Jambe de laine, c'est pour que vous ayez l'image. Aujourd'hui, on met des résines, on utilise peut-être moins. À l'époque, on mettait des gros plâtres. Ouais, le plâtre, des statues de plâtre. Là, j'avais des fois, tu mettais des tonnes. Et en hiver, donc, tu avais les orteils à l'air et tu pouvais pas mettre de chaussures. Et comme ça caillait, bah, je mettais une ou deux grosses chaussettes de montagne en taille 45 pour avoir chaud aux orteils. Et donc, j'avais cette jambe avec la grosse chaussette. Et comme le jean passait pas dedans, bon, on m'appelait jambe de laine, quoi. L'année de tes 17 ans, il se passe un truc, c'est que tu prends 17 cm. Donc Ouais. le karaté, c'est fini, tu pars au basket. Si tu veux bien, Michael, tu as deux points importants. J'étais le plus petit de la classe jusqu'en seconde, en ayant redoublé mon CM2, ma troisième et ma seconde. La première seconde que je fais, je suis le plus petit de la classe. La deuxième seconde que je fais, je suis le plus grand. C'est un truc de fou. Quand j'en ai eu marre de me voir comme une victime, après toutes ces années de tennis de table, de karaté, quand est arrivé le basket, je suis aussi parti le basket parce que j'ai grandi, parce qu'il y avait la Jordan Mania. Je commençais à m'ennuyer dans le karaté. Et j'ai décidé d'aller jouer au basket et j'ai pris 17 centimètres. Donc voilà, véritablement, ben, en m'imaginant petit, fragile, j'ai développé un corps de petit et de fragile quand j'ai commencé à croire en moi. Quand j'ai commencé à vouloir être basketteur, les basketteurs faisaient 1m90, 2 mètres. Moi, je m'étais dit 1m90, je n'avais pas osé les 2 mètres. Je me rêvais que je ferais 1m90. Je me suis arrivé à 1m87. Je me suis arrêté là. Eh bien, tu vois, ce corps, ces pensées, cette psyché, elle a formaté mon corps aussi et j'en suis persuadé. Et j'ai pu grandir, me développer. Passer de départemental et Villejuif et Vitry et jouer en régional à Bourg-la-Reine. Je passais d'un département un peu craignos, le 94, à un département un peu plus bourgeois, 92, un autre niveau d'entraînement, un entraîneur qui avait joué à Monaco en pro. J'avais des chances de jouer en régional, tu vois. Mais et là, on apprend que ouais, je ne peux pas jouer en compétition parce qu'on a triché l'année d'avant. Ben, déception, colère, frustration. Là, ça y est, tu as envie de taper des gens, là. Voilà, l'arrivée de C'est ça. kickboxing, Claude Van Damme, les skinheads, le mouvement hip-hop, les zoulous, les bandes. Au basket, il n'y a qu'un seul geste violent, un seul geste, le dunk. Bah, et c'est pas souvent qu'on le met, tu vois. Tout est souplesse. Et là, je sentais que j'avais envie de lâcher la violence. Donc, je vais faire un cours d'essai de kickboxing et j'accroche direct. Ça se passe en septembre 91, ce cours, et en novembre 91, tu es déjà Alors, en compétition, n'est-ce c'était pas? l'été, je crois. L'initiation, c'était l'été 91. Et au mois de D'ailleurs, novembre,
tu as ton premier combat de compétition, hein, ce qui, pour n'importe quel pratiquant, c'est un délai qui est complètement fou. À l'époque, c'était très court, hein. C'était très rare qu'on mette quelqu'un sur le ring aussi rapidement, parce que c'était du plein contact. Et en boxe anglaise, ça existait avec le casque, tout ça, la version assaut. Mais ouais, souvent, les pratiquants ont besoin d'un moment, d'un certain temps de confiance pour aller sur le ring. Même en assaut, même à la touche, il y a deux formes sur le ring. La forme plein contact, qui est réservée aux adultes, et la forme light, la forme où on va toucher le partenaire. Si tu tapes trop fort, tu es sanctionné et tu peux même être viré du combat. Et on va juste compter le style, la beauté, la vitesse, l'efficacité, et les touches. Alors que en pro, tu peux mettre 10 coups de poing, 10 coups de pied, je bloque, j'esquive, on compte pas, et moi je mets un coup fort qui te diminue, on va compter ce coup-là. Donc c'est rare qu'on mette des novices sur le ring plein contact. Et Donc, moi, tu te c'est le retrouves moment. dans ta salle de basket à ce moment-là, hein, pour cette compétition et tu découvres que c'est les championnats de France que tu es en train de disputer en fait. Ouais, j'avais dû le savoir un petit peu avant, mais je croyais pas trop, ça Tu le mettait la savais, pression. d'accord. Déjà, faire un combat, ça te met à cette pression dans ta ville, devant ton public. Plus tu rajoutes d'importance, plus tu te mets une charge. Donc, pour moi, c'était un combat, quoi. Mais j'étais fier Pre- d'être au championnat de France. Premier KO en ta faveur. Ouais, Kickboxing, Muay Thai, 40 KO dans la foulée de ce premier KO. Il te mène à quoi ces 40 KO? bah, je suis fort. Je suis fort. Je doutais. J'ai pris un coup de poing à l'âge de 13 ans, j'ai vu des étoiles. Donc, ouais, je me trouvais fort. J'a- Avant, j'avais le respect par l'humour, j'avais le respect par la gentillesse, j'avais la considération. Là, putain, je suis un bonhomme, quoi. Aussi un statut, un rôle, une reconnaissance dans, dans l'endroit où on se trouve. Et on est identifié par ce qu'on dégage et par ce qu'on fait. Tiens, lui, c'est celui qui sert toutes les meufs. Tiens, c'est celui qui a une super belle bagnole. Tiens, c'est celui qui gagne plein d'oseille. Tiens, lui, c'est celui qui te fait rentrer en boîte. Tiens, lui, c'est celui qui n'arrête pas de faire de la garde à vue. On a tous une image, tout ça. Et moi, j'avais envie de développer cette image après 17 ans de fragilité. Je voulais développer, je pèse, je suis là, quoi. Aurélien, pendant toute ta carrière, c'est quoi le gros coup dur que tu aies connu dans ce sport? J'avais plein d'impératifs du sportif de haut niveau sans les avantages. Je ne savais pas demander des sponsors, j'avais pas beaucoup d'argent. J'en ai eu, tu vois. Je voudrais remercier la ville de Villejuif, Rumble, Sudley, Homecore, toutes les petites marques qui m'ont donné des t-shirts, certaines qui m'ont donné des sous pour des combats, le club de Châtillon qui payait un deuxième billet d'avion, qui m'a payé le centre de rééducation quand j'étais blessé. J'ai plein de trémolos dans la voie là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, mais voilà, le manque financier, la non-reconnaissance, passeport olympique, pas passer à la télé, tu vois, c'était dur, c'était un peu dur de souffrir et voir les footballeurs, les basketteurs dans leur belle voiture, leur grande maison, voir des gens être invités à la télé chez Ardisson et tout, des acteurs porno, on leur donnait la parole, tu vois. Je disais, mais merde, la reconnaissance, tu vois. Et je l'avais par les élèves, je l'avais par mon choix de vie, mais c'était dur. Ça, c'était un truc qui était dur. Mais parce que j'y croyais pas. Je ne savais pas demander de l'argent. J'avais pas de business plan. J'avais pas de chargé de com, directeur des affaires financières. Je ne savais pas m'entourer. J'avais la croyance que dans la boxe taille, il n'y a pas d'argent. Ben, je l'ai entretenu toute ma carrière. J'ai une bulle dans le ventre là, parce que je le dis souvent. Sur un gala où moi, je boxais pour Canal+, je me battais pour toucher 5 ou 6 000 euros en passant à Bercy. Et ben, le jour même, il y avait Le Banner, Danny Bill ou Mourad Sarri qui prenaient 50 000, 80 000 ou 100 000. Quel blocage moi j'avais face à l'argent, quel rabaissement moi j'avais. Tu vois, il faut arrêter de dire que les autres m'ont pas bien payé. S'ils m'avaient posé 100 000 sur la table, est-ce que j'y aurais cru? Est-ce que je les aurais pris? J'aurais peut-être dit non, il y a Anguille sous roche, non, je ne les mérite pas. Non. Donc il y a aussi tous ces freins-là. Donc je pense que la plus grande difficulté, c'était ça. J'ai entendu récemment un combattant du top 5 d'une division UFC affirmer qu'il n'avait pas besoin de préparateur mental, que son préparateur mental, c'était lui. Ça Ouais. t'inspire quoi, ce genre de choses? Ça m'inspire que j'y crois. C'est possible pour certaines personnes. Quand tu es dans le flow, tu n'as besoin de rien. C'est une période. Le meilleur des chirurgiens ne s'opère pas lui-même. Ton dentiste va chez le dentiste. Ton garagiste, des fois, même lui, il bloque pour sa voiture, il va chez un autre garagiste. Donc, bravo pour cette période où il doit être complètement aligné, il se sent entouré, il a une préparation mentale sans s'en rendre compte, il a peut-être une femme qu'il aime, des enfants qui vont en lui un père modèle, il a des retours de validation qu'il est quelqu'un de haute valeur, il a aussi peut-être cette auto-satisfaction de lui-même, un environnement
adéquate, il est bien payé de ses combats, des sponsors. Voilà, tu vois, donc c'est tout ça qui fait que ouais, le mental va bien. Et le jour où ça ira pas bien pour lui, ben, je lui souhaite qu'il sorte de ce ah, je m'en suis toujours sorti seul, donc aujourd'hui aussi, et que le jour où il en ait besoin, ben, il ait l'ouverture d'esprit pour aller accueillir la personne qui va réactiver ce qu'il y a déjà en lui. C'est ça la préparation mentale. On n'apprend rien, on n'apporte rien, hein. On se touche sur des braises existantes et on en a tous besoin, ça. La pratique de ce sport, elle t'apprend quoi tout au long de ta carrière sur tes facultés mentales? Tu en ressors avec quoi de cette carrière? Beaucoup de joie d'avoir fait le tour du monde, d'avoir vécu un peu une vie de rockstar, même s'il n'y avait pas le suivi financier, tu vois. Hôtel, avion, être attendu, des quelques conférences de presse, voir des gens les cours. Ça fait 34 ans, ça fait 34 ans que pratiquement tous les soirs de la semaine, il y a 10, 20, 30 jusqu'à 80 personnes qui sont là au garde à vous devant moi et qui me disent Aurel, fais-nous kiffer, on te fait confiance. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Ça, l'attention des gens, la reconnaissance, les interactions, les rencontres, la rencontre avec moi, ouais, faire ce que j'aime, choisir l'heure à laquelle je me lève, choisir mes repas, avec qui je collabore, tu vois, et accepter aussi des fois, j'ai fait des boulots alimentaires, mais vraiment, je faisais ce que j'aimais. Ça, c'est la liberté. Ça, c'était chouette, avoir du temps pour chercher mes enfants à l'école, ou passer du temps avec eux des fois. Non, on va pas en cours aujourd'hui, tu viens à l'entraînement, je te garde toute la journée avec moi, tu vois. Et, Mhm. ouais, il y a ça, cette grande richesse. Euh, et puis ouais, ça m'a sorti de ce destin qui était soi-disant le mien, et comme le tien, finir sur un fauteuil roulant, finir, mais combien on est et qui n'avons pas été sportifs de haut niveau et qui n'avons pas été le débile, le mongol, le marginal, la pute, le voyou qu'on nous avait prédit. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle, le mental, entre combattants? Michael, tu sais, merci pour la question. Et tu sais, j'ai la couffaine qui sifflote un petit peu. Est-ce que ça te va si on fait une petite pause? Je Aucun vais problème. euh, 3-4 minutes et ça, vous voyez, on pourra le garder, ça, messieurs, mesdames, respectez-vous. Je suis pris dans la passion, j'ai envie de te servir, de t'honorer et je t'aime et je me préfère. Donc, il y a quelques années, j'aurais insisté et après, ça aurait sifflé tout l'après-midi. Là, une partie de mon corps me demande de l'attention, donc je vais aller y veiller, faire des petits automassages, écouter un son blanc et faire un peu de cohérence et je reviens euh, moins pollué. Parfait, à tout à l'heure. Inspire-toi de ça aussi, toi qui m'écoutes. À tout à l'heure. Tu évoquais lors de notre première partie de l'échange une période de ta carrière où tu as été accompagné Ouais. mentalement, en tout cas tu as poussé la préparation mentale. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique de ta discipline? Et quels bénéfices tu en as tiré en Ça fait? m'a apporté la tranquillité d'esprit, d'aller au combat serein. Parce que voilà, souvent il y avait des doutes avant, des questions, les peurs, les émotions. On avance, on fait avec. Parfois même, j'arrivais à gagner avec. Mais il y avait un poids, il y avait un inconfort. Et là, ça m'a permis vraiment d'éliminer tout doute, de booster la confiance et d'arriver beaucoup plus souriant, plus détendu, en sachant que ça allait être dur. C'est des combats de boxe taille que je faisais, donc c'était dur. Donc ça a vraiment suspendu tout doute. La première chose que ça fait, c'est que ça retire. Je me sentais allégé du poids de la peur, quoi, du poids de la peur de perdre, la peur de plus être aimé, la peur de pas être à la hauteur. Donc tu vois, je suis vraiment avancé sur le ring, pas avec quelque chose en plus, que la confiance, elle est là. Si tu passes les cordes, c'est qu'il y a une partie de toi qui a confiance. Mais ça m'a vraiment soulagé, libéré et débarrassé. Et c'est là-dessus que je mets l'accent sur la préparation mentale. C'est qu'on a des fois des grosses valises et on veut rajouter de la confiance, rajouter de la patience, et alors que c'est déjà plein. La première chose à faire, c'est vider, faire de l'espace et après, notre essence naturelle revient. Ça m'a permis de découvrir plein de choses, le MDR, le FT, la sophro, l'hypnose, les affirmations positives, la visualisation, l'écriture. J'ai découvert plein d'entraînements que je ne connaissais pas. Moi, je m'entraînais physiquement, mais je ne connaissais pas tous les entraînements du mental, de la psyché, les émotions aussi, reconnaître mes émotions. Même dans la vie de tous les jours, on cache, on ne sait pas trop, quoi. On a les grosses joies, les grosses colères, et tout le reste du temps, on pense qu'on est équanime, alors qu'il y a plein de variations dont on ne prend pas conscience. Ça m'a rapproché de moi, ça m'a rapproché de la vie, et même sur un plan plus large que la boxe, parce que la boxe, c'est pas la vie, hein. Je m'entraîne pas pour un combat de boxe, je m'entraîne pour la vie.
Et voilà, ça a fait de moi un autre père, ça a fait de moi un autre entraîneur. J'ai changé ma manière d'enseigner, tous les bénéfices que je trouvais pour moi au calme, à la douceur, à l'écoute, à l'empathie, la bienveillance, la compassion, que je pensais qu'étaient antinomiques avec la performance, il fallait tout faire dans le dur. Et ben, tous ces bénéfices que je trouvais, ben, directement, le vocabulaire, les outils, les exercices, je les proposais à la mère de mes enfants, même si on s'est séparés 4 ans après. Mon fils a été éduqué à ce mode éducatif. Et aujourd'hui, j'ai un grand gaillard de 16 ans, responsable, autonome, et qui n'est pas collé sur les écrans, qui bouffe pas trop de malbouffe et qui a des valeurs et qui a un autre mode de fonctionnement. Donc, ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et les bénéfices, c'était la sérénité, d'aller au défi, au charbon, aller à l'épreuve, avec un côté non plus fataliste, mais un côté décisionnaire. J'ai choisi ce combat de boxe. Personne ne m'a forcé à monter entre ses cordes. Comme on a choisi, j'ai choisi cet enfant, j'ai choisi ce mari, j'ai choisi ce travail, j'ai choisi cette famille. Il faut se responsabiliser. Et qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça m'a redonné du pouvoir. Et puis ça m'a Comme permis tu de me l'as gagner. demandé, ça t'a permis de gagner, ouais. Ouais, mes 2 derniers combats, j'avais pris un KO en 2009 contre Kao Klai. Et ensuite, en 2010, j'ai pris une danse. J'ai boxé Tyrone Spong, un monstre qui partait au K1, qui avait 10 kilos de plus, 20 ans de moins. Je me suis fait botter le cul pendant 3 rounds. Et j'ai une fierté parce que lui, ça faisait 3 ans, il mettait tout le monde KO. Et à la fin du combat, on le voit, il me porte. Et je lui dis non, Tyrone, on connaît la boxe tous les deux. J'ai fait de la merde aujourd'hui, tu vois. Et il me dit, hey, je te regardais, j'avais la merde au cul, tu vois. Et je commençais même pas la boxe. Et ça fait 3 ans, tous les jeunes, je les mets KO. Et toi, tu as tenu 3 rounds, quoi. La prépa mentale m'a permis au dernier combat de briller, de gagner, de pouvoir vraiment m'exprimer, de avoir ni frustration, ni remords, ni regrets, et de desserrer tous ces blocages qui m'empêchaient de lâcher ma boxe et ma personnalité sur le ring. Tous ces apports-là, c'est quand même assez substantiel, Aurélien. Et avec le recul, si tu avais bénéficié de tout ça dès le début de ta carrière, tu aurais eu une autre carrière. Ça aurait été quoi la carrière d'Aurélien s'il s'était occupé de son mental autant que son physique au début? Bah, je sais pas, tu sais, comme on dit, si on ne peut pas changer le passé, si je retournais le gamin que j'étais, je ferais les mêmes choses avec les mêmes informations. Euh, donc, je préfère dire aujourd'hui ce que ça m'apporte et demander, en tout cas, et souhaiter que les personnes plus jeunes y aient accès rapidement et qu'ils n'attendent pas comme nous un divorce, un burn-out, comment dire, un décès ou quelque chose de très dur pour aller chercher dans cette zone-là. De plus en plus maintenant dans les écoles, partout, il y a des cours de sophro, de confiance en soi, d'hypnose, de positivité, de mindset. Ça s'est vraiment banalisé. Effectivement, oui, si j'avais eu d'autres informations, un autre cadre, j'aurais eu une autre vie. Et en même temps, en ayant changé le départ, j'aurais changé tout le process. Est-ce qu'avec beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'amour, j'aurais eu envie de me battre? Est-ce qu'avec de la reconnaissance à la maison, je serais allé chercher la reconnaissance à l'extérieur? Donc non, non, c'était mon parcours de vie, c'était comme ça que ça devait se passer. Et en même temps, c'est un outil surpuissant pour le mettre dans le biberon des enfants. Est-ce que tu peux nous raconter, Aurélien, un moment dont tu te souviens où c'est mentalement que tu as fait la différence dans un combat? Écoute, je cherche et en vérité, il n'y a pas tant de souvenirs que ça parce que mes 100 et quelques victoires, j'étais bien mentalement. Donc, j'avais pas besoin de trouver un mieux. Je dominais le combat de A à Z. J'étais tellement fort dès le début que souvent que je gagnais sur toute la longueur, ou des fois c'était un peu équilibré, mais je mettais un KO. Les combats où je commençais à perdre dès le début, bien souvent, pris dans mon prisme, on ne peut pas changer. Aujourd'hui, j'ai pas mes jambes. Aujourd'hui, ça part pas. Aujourd'hui, je tape pas. Je m'enfermais dans cette pensée. Et souvent, j'arrivais pas à revenir et je perdais le combat. Je reculais. Tout le monde le voyait bien. Putain, qu'est-ce qu'il a du hard? C'est pas du hard. Il n'y avait pas l'explosivité, la puissance. Mais je n'arrivais pas à leur enclencher ça. Je restais enfermé dans la pensée que j'avais. Il y a peut-être un ou deux combats où le mental a joué. Je me rappelle un combat en Italie. Ça devait être vers 2005-2006, un tournoi, et je boxais un jeune. Et souvent, les jeunes, ils font chier parce qu'ils vont très vite, même s'ils ne sont pas puissants, ils ont beaucoup de fougue, ils bougent dans tous les sens, il faut les cadrer. Il n'y avait que 3 rounds.
comme c'était un tournoi, normalement, on travaille sur 5 rounds. Donc, le petit jeune, tu le laisses courir 2 ou 3 rounds. Tu mets des coups bien forts. Et puis, le quatrième, il commence à sentir l'effet des coups. Et puis, le cinquième, tu le termines, tu vois. Mais là, en 3 rounds, c'était très dur. Donc, je boxe contre un jeune Italien et qui gagne les 2 premières reprises. Tu vois, j'ai pas mal, il ne met pas de douleur, mais il marque plus de touches, il avance. Et là, mon homme de con, il me dit, Aurélien, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Là, tu es en train de perdre au point, faut que tu le mettes KO ou faut que tu fasses quelque chose. Et là, je me rappelle, je me dis, bon, mes basiques, ce que je fais, ça marche pas. Donc, il faut que je fasse quelque chose de spectaculaire, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et dès qu'il y a le gong, je pars en coup de genou sauté, un coup de genou en ciseau, qui est un mouvement spectaculaire, un petit peu risqué. Et boum, je le touche au front. Et il se fait une fermeture éclair, ça lui ouvre le front. Et je gagne sur arrêt du médecin. Et donc là, je me souviens voilà, de cet élan de changement. Mais justement, ce que j'aimerais vous mettre dans la tête, c'est que le mec fort que j'étais quand je gagnais, je mettais cette même force quand je doutais de mon couple. Je mettais cette même force quand je doutais sur le ring. Donc, je n'arrivais pas à faire ce switch. Et la puissance de la préparation mentale et de la connaissance de soi, c'est que aussi intense que soit mon implication, ma croyance dans l'histoire que je me raconte, aujourd'hui, j'ai pas mes jambes, je me suis pas bien entraîné, il est plus jeune, et ben, la capacité à accueillir ça et à le switcher, à le transmuter, à voir le positif et à changer. Par exemple, j'ai des combats avant la prépa mentale. J'arrive en tournoi au Zénith à Paris en direct à Canal+. J'arrête pas de gagner à l'étranger. Et bien souvent, quand je venais boxer en France, je perdais. Et je me retrouve au Zénith et j'arrive au vestiaire, j'ai pas de jambes. J'ai fait une nuit blanche la veille, je stresse, je connais pas la sophro, tout ça. La veille des combats, je suis pas bien, quoi. Et j'arrive le midi, j'arrive pas à faire ma sieste, donc j'arrive en me racontant que je suis fatigué. Et je sens pas mes jambes dans le vestiaire, je sens pas mes jambes. Et ben, je me suis focalisé sur ce que je n'avais pas et j'ai perdu. Aujourd'hui, je dirais à ce jeune Aurélien, bon Aurélien, t'as pas tes jambes, ok, accepte. Tu te sens comment? Frustré, diminué, j'accueillerais ça. Et je lui dirais, ta boxe, il n'y a que les jambes. Non, il y a des points. Kickboxing, il boxe pas, il y a les points. Et comment t'es au niveau des points? Mes épaules, elles n'étaient pas fatiguées, mes bras, ils étaient bien. J'avais fait de l'anglaise comme un ouf. Et tellement j'étais focalisé sur la partie qui ne fonctionnait pas et sur ce que je n'avais pas, que j'avais oublié ce que j'avais. Les travers du mental humain de monsieur, madame, tout le monde qui porte l'attention à ce qu'il n'a pas. Et c'était pareil pour un sportif pas préparé. Donc voilà ce que ça change, ce que ça a changé, ce que ça change aujourd'hui. Et ce que je fais changer, j'ai encore coaché un élève ce matin qui est au championnat du monde, là, Baptiste, le directeur technique de Châtillon, et qui n'était pas un compétiteur dans l'âme, qui n'a même pas fait la boxe pour la compète, qui a fait ça pour se défouler. Il est devenu entraîneur, directeur technique de mon club, l'a qualifié pour le championnat du monde. Et là, on a fait un peu de prépa mentale et il a gagné hier un premier combat par KO au foie et un deuxième combat au point. Alors qu'il est touché, il arrive à finir et à faire compter l'autre. Et je sais que la prépa mentale arrive à faire ses réglages et à mettre le focus, à mettre comme si tu avais une poursuite, comme si tu avais un spot, un éclairage sur tes points forts et te focaliser là-dessus. Donc voilà ce que ça change. La capacité à accepter l'entièreté de la situation et à te focaliser sur la solution et le positif, plutôt que sur le négatif et l'échec. On va reparler de l'échec. Tu nous disais, je te rejoignais, que ça n'existe pas. Pour autant, il y a un moment où tu l'as rencontré. Tu as rencontré la défaite. Est-ce que mentalement, on est prêt à la défaite quand on est un champion dominant comme tu l'étais à l'époque? Ben oui, je crois que oui, parce que la défaite, on l'a déjà vécue. Avant de perdre sur un ring, on a perdu une course contre son frère, on a perdu en classe, on n'a pas eu la meilleure note. Donc oui, j'avais appris à perdre bien avant de monter sur le ring. Et en plus, peut-être là, la différence qu'il y avait, c'est que dans la vie, j'avais l'impression que je n'étais pas responsable quand je perdais quelque chose, quand je déménageais, quand mon père partait, quand ma mère était plus là. Alors que là, sur le ring, ben, j'avais une responsabilité, je pouvais influencer les choses physiquement. Donc, j'étais prêt à la défaite. Je vous rappelle que j'étais invaincu pendant 5 ans, donc je n'avais pas connu la défaite. J'avais tout gagné. Et ma première défaite en championnat du monde, en 95, ouais, ça m'a foutu le cafard, ça m'a foutu un coup, mais on était passé à autre chose rapidement. Et on est retourné à l'entraînement, il y a un combat dans 2 mois, on n'a pas le temps de se morfondre. Quelque chose que j'aimerais partager, c'est qu'apparemment, c'est mesuré. Quand tu es traversé par une émotion, quelle qu'elle soit, aussi intense que soit la joie ou le drame,
eh ben, l'émotion, physiologiquement, elle reste dans ton corps moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. C'est-à-dire, si tu marmonnes, si ça te poursuit pendant 10 minutes, un quart d'heure, une journée, une semaine, aucun être humain ne serait assez con pour traîner des vieilles histoires aussi longtemps. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si tu traînes l'émotion, c'est que tu l'alimentes et que tu la nourris, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui, en arrivant à accueillir ça et à laisser passer comment dire, comme une crise de larmes, comme une crise de rire, comme un cri de joie, comme un cri de colère, comme une tempête, comme une tornade, ça passe, il n'y a rien qui reste. Et quand tu accueilles ça, que tu ne résistes pas, que tu ne luttes pas, que tu ne te bats pas, que tu n'essaies pas de le mentaliser, de l'attribuer à un autre, de l'expliquer, quand tu passes pas tout ce temps chronos à nourrir cette émotion, elle te traverse et la vie reprend son cours. Tu passes à autre chose. On a le choix. Oui, tu parlais tout à l'heure des enfants, ils ont cette grande force par rapport à nous de savoir ne pas rester figés dans leurs états mentaux. Très, très inspirant pour ça, les enfants. Il y a un autre moment délicat, c'est l'après-carrière. Quand il se présente, mentalement, ça se gère comment quand on est au centre de l'actualité de sa discipline, comme tu l'as été pendant des années? Alors, pour moi, c'était assez simple parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Souvenez-vous que contrairement aux sportifs de haut niveau qui font que leur sport, de plus en plus maintenant, ils ont une formation à côté, ils apprennent un métier, on n'en sait rien. Hein. Mais beaucoup de sports reconnus par le ministère Jeunesse et Sport, ils ont des emplois dans des villes, ils font des contrats avec des grosses boîtes, ils ont une vie professionnelle. Et ben moi, c'était pareil. Je donnais des cours. Depuis 91, depuis ma première année de kickboxing, j'ai donné des cours. Ça fait 34 ans que j'enseigne. Et même champion, je l'étais une fois par mois, le jour du combat. C'était une fois par mois que j'avais l'attention de tout le monde à la télé, tout ça, dans le gymnase. Toute la semaine avant, tous les jours, c'était moi qui avais donné mon attention aux élèves pour les entraîner. 5 jours par semaine, tous les jours, Villejuif, Plessouilly, Châtillon, le Racing Club de France, le GIGN. J'ai entraîné tous les endroits où j'ai oublié, plus les stages ponctuels. J'avais un métier qui était d'entraîner les gens. Donc, je savais ce que j'allais faire après. Je ne savais pas que ça allait prendre cette dimension conférence, spiritualité, mindset, confiance, mais je savais déjà ce que j'allais faire. Faire bouger les autres et continuer à donner des cours. Après, ce qui a été facile pour moi, c'est que j'étais comblé. J'avais gagné tout ce que j'avais à gagner. Et puis la fin, c'était fait en douceur. Je faisais un combat par an. J'ai lâché tranquillement le truc, tu vois. Commencé à donner des cours particuliers, à faire des conférences, des stages. Donc non, je savais ce que j'allais faire. Donc pour moi, c'était plutôt facile. Aurélien, dans ce nouveau round, je vais te faire entrer dans ma salle de muscu du cerveau. On va pas faire toutes les machines, mais j'aimerais t'en faire utiliser une sur laquelle je sens que tu vas être très performant. C'est la machine à penser. Est-ce que tu pourrais nous dire Ouais. comment tu gères tes pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Est-ce que toutes tes pensées, le sourire que tu as aujourd'hui, que tu arbores magnifiquement, est-ce que c'est l'état de tes pensées ou est-ce qu'il faut une action de ta part pour arriver à ce beau sourire que tu nous proposes? Donc comment je gère mes pensées avant? Je les gérais pas. Je les entretenais ou je les niais. Mais l'un comme l'autre, ça finit par te soumettre. Donc aujourd'hui, je suis conscient de mes pensées. Je pense négatif. Mon cerveau veut me protéger. Le rôle de ton cerveau, la machine à penser, ce n'est pas ton bonheur. Le cerveau n'est pas programmé pour le bonheur. Les pensées ne sont pas programmées pour le bonheur. Les pensées, le cerveau, il est programmé pour ta survie et pour ta reproduction. C'est tout. C'est des choses de base. Et on a 3 émotions négatives. On a un monde assez négatif. On est éduqué à regarder le négatif, à voir ce qu'il ne faut pas faire, à voir le danger. Donc, on a cultivé des pensées plutôt négatives. Eh bien, mon cerveau, il en est plein. Ça n'a pas changé. Malgré 15 ans de méditation, malgré le jeûne, malgré les silences, la prière, l'abstinence sexuelle, la retenue de mes colères, les lectures, ça n'a pas changé. J'ai 60 000 pensées par jour et j'ai un ordinateur qui était formaté à voir ce que je n'ai pas et ce que je ne veux pas, à penser au passé et au futur, à voir les différences. C'est lui, mais la seule différence que je fais, c'est que je ne suis pas
ces pensées. Là, j'ai mon acouphène qui siffle, j'ai l'oreille qui me tire, j'ai une pensée qui me dit « arrête cette vidéo » et je n'ai pas envie d'obéir à cette pensée. Je sens de mon corps et ça va. Donc les pensées, ce sont des informations comme mes émotions. Je ne suis pas mes pensées. Je peux penser que là, j'ai envie de tuer quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson. Je ne suis pas cette pensée. Je ne suis pas un assassin. La pensée passe. C'est ma colère, c'est le réflexe de punition, c'est toute une programmation. Ce sont juste des réflexes. Et aujourd'hui, je me dissocie, je me distance et j'évalue. J'émets de la raison. Avant, j'avais une pensée, action, réaction. C'est complètement puéril, adolescent, voire enfantin. L'adulte, c'est action, je prends du recul, introspection, thèse, antithèse, synthèse, et réponse. J'apporte une réponse. Donc j'ai ralenti, je me laisse le temps, et surtout, c'est le cadeau que je te fais, toi qui m'écoutes, je ne suis pas mes pensées. Il y a une méditation super courante de Sadhguru qui est 2 phrases que tu dois te dire constamment et 5 minutes par jour. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. À l'inspire, je ne suis pas le corps. À l'expire, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Ton mental juge. Georges Sand disait le cerveau juge, il ne peut pas aimer. Le cœur aime, il ne peut pas juger. C'est son rôle. Le corps, il a des douleurs, des plaisirs, des appétences, des attractions, des désirs, le sucre, le sexe, avoir raison, la brutalité, gagner de... Si tu t'identifies à ce que tu penses et ce que tu es physiquement, tu es condamné à souffrir et au malheur. Maintenant, je ne peux pas tuer mon cerveau, je ne peux pas tuer mon corps. Je peux les écouter, évaluer si ce qu'ils me demandent, si c'est bon pour moi, si c'est utile, si c'est bienveillant, si ça ne nuit à personne. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, quand tu dis mon mental, il y a le pronom possessif, mon. Donc tu n'es pas ce mental, puisque ce mental, il appartient bien à quelqu'un. Mon mental. Si le mental est une propriété, c'est qu'il y a un propriétaire. Mon corps. Tu dis pas je corps, je main, je bras. Tu dis ma main. Donc ce corps, il appartient bien à quelqu'un. Donc le propriétaire n'est pas le corps. Par exemple, tu as une voiture. Tu n'es pas ta voiture puisqu'elle t'appartient. Donc tu n'es pas ce mental puisqu'il t'appartient. Tu n'es pas ce corps puisqu'il t'appartient. Tu n'es pas ces émotions puisqu'elles te traversent. Tu es la conscience, l'espace, l'intelligence, le lieu où tout ça se passe. Et quand tu te dissocies de ces identifications à mon cerveau, mon sexe, mon statut social, mon apparence physique, quand tu te dissocies de ça, tu retrouves l'être réel que l'on est, l'âme libre, l'esprit, l'intelligence, la source, la lumière, appelle ça comme tu veux, qui est consciente que, tiens, le corps demande du sucre. Oui, je peux lui dire non. Le corps demande du sexe. Je peux lui dire non. Le cerveau demande une plainte, une colère ou une raison de dispute parce qu'il s'ennuie. Je peux dire non. Donc voilà le grand secret de se dissocier, de se désidentifier et de te reconnecter à quelque chose de plus profond et de plus intense. J'aimerais, Mickaël, si tu me le permets, parce que tout ça, c'est que du concept et que des mots. Et pour les personnes qui vont nous faire le cadeau de nous écouter, j'aimerais que ce que je viens de te dire en mots, on le vive et que tu le vives en expérience. Le podcast s'appelle Go Fighting, c'est ça? C'est bien ça. Hein, Go Fighting. Regardez, je l'écris ici. Ouais, Go Fighting. Voilà, Go Fighting. Alors, j'aimerais que tout le monde dise là, ceux qui sont avec nous, même derrière votre télé, même toi, Mickaël, derrière votre écran, Go Fighting. Vas-y, dis-le à voix haute. Go Fighting. Go Fighting. Nous avons tous dit Go Fighting. Pour dire Go Fighting, on a utilisé notre bouche physique. D'accord? Et on a entendu avec nos oreilles physiques. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ce qu'on fait 60 000 fois par jour, que tu dises Go Fighting, mais dans ta tête, avec ta voix intérieure, silencieusement. Allez-y, dites-le plusieurs fois. Ok. J'en ai des frissons. Tu as entendu et j'ai entendu Go Fighting dans notre tête. Nous l'avons entendu. Oui ou non? Oui. Et pourtant, est-ce que tu as utilisé ta bouche physique pour le dire? Non.
Donc, il y a un son qui a été créé dans ta tête sans ta bouche physique. Et tu as entendu Go Fighting. Et pourtant, tes oreilles physiques n'étaient pas utilisées. Alors, qui à l'intérieur de toi parle, entend, voit, sans même utiliser ton corps physique? Donc, voilà la preuve que nous ne sommes pas ce corps physique. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui parle, qui pense, qui respire, qui vibre, qui anticipe, qui perçoit, qui ressent. Et c'est ça que tu es. Et quand tu as compris ça, eh bien, ça n'est pas « Ah, j'aurais pu de pensée, ah, j'aurais pu de pulsion, ah, j'aurais pu… » J'ai cru ça à une époque. Mais non, quand tout ça, ça t'arrive, c'est que tu es un être divinisé ou que tu es mort. Tant que tu es incarné dans la matière, tu auras tentation, pensée, émotion. Et le but de ta vie, c'est de contrôler tout ça, comprendre tout ça et le vivre du mieux possible en le pilotant à partir de la partie la plus noble de toi, celle qui parle sans utiliser ta bouche, celle qui entend sans utiliser tes oreilles, celle qui voit même quand tu as les yeux fermés, tu peux voir l'être aimé, tes rêves, des paysages, alors que tes yeux sont fermés. Donc, il est là le secret. Dissocie-toi de l'être construit et reviens à qui tu es vraiment. Au début de notre échange, tu faisais pourtant appel à la responsabilisation sur ces pensées en disant que nous avions le choix de focaliser notre attention sur l'une face ou l'autre. Je ne sais plus quelle image tu avais utilisée, c'était une pièce ou… Ouais, les deux faces d'une même pièce, ouais. Donc, si j'entends bien ton message, il y a effectivement toute cette première partie où effectivement, moi, je suis toujours en train de raconter que, même expert comme je le suis des pensées, du mental, elles m'occupent aussi une bonne partie de ma journée, mes pensées négatives. Et c'est important de voir qu'un grand champion comme toi, qui a beaucoup étudié sur son fonctionnement personnel, nous dise que lui-même non plus n'est pas à l'épreuve des balles et que oui, elles sont là, mais que c'est de sa responsabilité que de focaliser son attention sur l'aspect négatif ou positif de ses pensées. Merci beaucoup pour ça. Bon, Aurélien, l'instant est grave. Jusqu'ici, on strikeait dignement, on était face à face. Mais voici le moment de faire face à une attaque surprise. C'est le takedown d'Anthony Joran. Tu ne l'as pas vu venir et il a déjà plongé dans tes jambes. C'est le moment sauvagerie de Go Fighting. Anthony va nous livrer sa vision très personnelle de nos échanges. Ou pas. Bon, Mickaël, j'ai regardé la première de ton podcast. Bon, comme tu t'en doutes, j'ai pas appris grand-chose, néanmoins, j'ai quand même essayé de rentrer dedans. Donc, ça a dû tenir 5-10 secondes à tout péter avant qu'un élément vienne perturber ma concentration et me sorte complètement du délire. J'ai quand même pris quelques notes pour être profitable à ton podcast, parce que je pense qu'il en a besoin. Go Fighting, c'est le titre du podcast. Tu m'envoies là-dessus, je me dis, Max Holloway, takedown, chassé dans la gueule, du sang, de la sueur, des larmes. Au final, je me fâte quoi ? Francky Vincent qui arrive avec son collier de nouilles. Tu comprendras aisément que j'ai été déçu et perturbé. Non, je te propose un truc, renomme le délire en Go King, on comprendra pourquoi un lyriciste martiniquais vient nous raconter sa vie à Folkemont. Je reviens d'ailleurs sur ce petit détail du collier. Tu trouves pas ça bizarre, toi ? Moi, à mon sens, c'est un truc qui est réfléchi en amont, un truc à la Hannibal Smith qu'on a espéré qui se déroulerait sans accroc. Imagine la scène. Tête à tête, t'as Dana White et compagnie, les journalistes, t'es face à John Jones et tu te radines torse-poil avec ce collier-là. Je peux te dire que t'as intérêt à avoir sacrément confiance en tes capacités, quoi. Parce que putain, aussi bien, tu défonces le mec derrière, collier en top tweet, toi, c'est bon, tu peux sortir ton litron de bière à la McGregor, t'es refait. On sait que ça n'arrivera pas, mais bon, j'ai quand même continué à investiguer. Folkemont, le collier, Folkemont. À mon avis, je pense qu'un cousin éloigné doit avoir une boutique là-bas dans ce bled de la diagonale du vide. Coquillage et création, ça me paraît être un bon titre pour ce magasin qui doit pas rouler très fort. Le mec lui a dit, écoute, va porter mon collier dans cette émission où tu vas, ça va relancer les ventes et puis on va être bien. Sauf que, Mickaël, dis-leur que tu n'auras pas de public, dis-leur que tu n'auras pas de répercussions avec ce podcast et que ma chronique, qui est la première, sera aussi la dernière. Parce que bon, pour que cette démarche fonctionne, il faut évidemment derrière qu'il y ait du public qui regarde. Il n'y en aura pas. Donc bon, tu l'as compris, c'était pas terrible. D'un autre côté, la prochaine, elle pourra qu'être mieux. Dans 1 mois, 6 mois, 2 ans, jamais, on ne sait pas. Mais en tout cas, on l'attend pas. Ciao.
Aurélien, je tiens bien évidemment les coordonnées d'Anthony à ton entière disposition si tu as besoin d'approfondir une de ses observations dans la cage. On vient de passer, toi et moi, 5 rounds très très dignes. Et à la fin d'un bon combat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décision, mais la décision dans Go Fighting, elle prend une forme un petit peu particulière. J'aimerais que tu nous dises ce qui te semble le plus important dans tout ce que tu nous as dit depuis le début. Quelle décision est-ce que tu aimerais avoir Alors, déclenchée en fait chez un combattant, une combattante qui aimerait bien performer mieux, ou chez une auditrice ou un auditeur qui n'est pas combattant mais qui veut se saisir de tes enseignements? avant de répondre, Michael, comme tu dis vraiment des choses intéressantes, comme tu dis, après un combat, il y a une décision. Et bien, si je peux me permettre, je vais faire un parallèle. Nous bouffons de la mauvaise nourriture, parce que la mauvaise nourriture existe depuis les années 50-60. Le premier hypermarché en France, c'est 1960. Donc, c'est avant-hier. Hein. C'est 10 ans avant ma naissance. Donc, comme nous, on est nés dedans, on pense qu'il n'y a que ça qui a existé. On ne savait pas qu'avant, il n'y avait que des marchés, que des maraîchers, que des artisans. Comme on ne l'a pas vu, on pense que ça n'existe pas. Eh bien, c'est pareil. Je vais t'apprendre quelque chose. Je suis parti au Myanmar, anciennement la Birmanie, et on a ça aussi au Laos, partout dans ce triangle d'or qui était comme l'Afrique, avant que les Occidentaux découpent comme des parts de tarte les pays. Il y avait des ethnies, des lieux, il y avait des pratiques communes. Et dans la pratique commune du Lewe, l'ancêtre du Muay Thai, le Muay Boran, le Mai Muay Thai, tous ces ancêtres du Muay Thai, où il n'y avait pas de gants, où il n'y avait pas de juge autour de la table. Il y avait un arbitre central, c'est tout. On amenait les deux combattants et les deux combattants boxaient. Et à la fin du temps imparti, si les deux étaient debout, même si un s'est fait défoncer sa mère, il saigne, il est blessé, il est tombé, il s'est relevé. À la fin, l'arbitre prenait les mains des deux combattants et levait la main des deux combattants. Le concept de vainqueur-perdant championnat, c'est complètement occidental. Eux, c'était des combats de paysans, et si les deux finissaient debout, on levait la main des deux. 3 juges autour, des gants, le protège-dents, de plus en plus de règles, c'est l'Occident qui amenait tout ça. Le côté sportif. Eux, c'était le côté martial. Tu t'es battu, tu t'es relevé, tu es digne, tu es fier, tu as appris, on te lève la main à tous les deux. Donc voilà la première chose pour te dire avant la décision. Et là, quelle décision j'aimerais que tu prennes? Je ne sais pas. M'exprimer à la place des autres, ça me gêne. Et ce que j'aimerais, oui, c'est qu'il y a un message qui dit c'est le moment de réveiller le maximum d'âme, d'impacter le maximum de conscience dans le temps le plus bref. Donc, je suis persuadé qu'avec ces interventions, Michael, et je te remercie pour ton audace, c'était ta première, on peut l'applaudir, hein, première interview. En plus, c'est quelqu'un qui l'apprécie, quelqu'un qui l'impressionne, et c'était donc un double challenge. Donc, Que bravo pour ce j'admire même. courage. Merci. Et ben, je souhaiterais, la vie fera qu'il y a des règles. Il y a 2 choses qui se feront. La première chose, un mieux-être. Quand tu vas finir ce podcast, tu vas te sentir bien. Si tu avais écouté le journal de 20 heures ou Faites entrer l'accusé ou une série avec des crimes, tu te serais senti moins bien. Ben là, tu as amplifié ton énergie, multiplié ce qu'il y avait déjà en toi au contact de la même énergie. Donc, du bien-être et du mieux-être dans cette période difficile. Et la deuxième chose, qu'est-ce que tu vas faire de ce mieux-être? Toi, tu vas te poser, le kiffer, et puis tu peux aussi peut-être l'utiliser pour le partager à ton tour. Aller dire un bravo à quelqu'un. Aller dire, hey, regarde le podcast de Michael, Go Fighting, c'est trop bien. Aller à ton tour partager, pas de l'argent, hein, partager une information que tu as entendue. Écrire un livre, passer au mouvement. Voilà, passe à l'action. Va méditer 5 minutes. Va mettre tes baskets et va courir un peu. Va ranger ton bureau qui était tout désorganisé pour que tu puisses écrire correctement tes rêves. Va peut-être regarder ce qu'il y a dans le frigo et demande-toi si tu préfères que ton frigo il ressemble à une morgue ou à un jardin. Et va enlever des choses. Je ne sais pas. Un petit truc. Mieux être et mise en mouvement. Après, tu sais faire. Et comme tu as été guidé et soutenu dans la lutte, dans la peur, dans la séparation, tu seras guidé et soutenu dans la compassion, dans l'amour, dans la joie, dans la fraternité, dans la sincérité. Tu seras soutenu. Quel que soit ton choix, tu es soutenu. Fonce.
Bon, ça ne doit pas se pratiquer dans le Muay, mais dans le MMA, il y a une tradition. Après une bonne victoire, c'est le call-out. J'aimerais que tu nous donnes un nom, que tu désignes un petit camarade ou quelqu'un qui t'inspire, que tu aimerais entendre prochainement, nous parler de sa vision du mental avec moi. Écoute, là, je réfléchis et le visage qui me vient, je vais me faire confiance. Là, j'ai Amina Zidani. Amina Zidani, qui est une boxeuse de l'équipe de France, plusieurs fois championne de France, championne d'Europe, et qui est très prometteuse, que je coach depuis un peu plus d'1 an. Une sportive, une femme. Ouais, cette personne est inspirante, joyeuse. En plus, là, elle sort d'une grosse épreuve parce qu'elle était favorite au JO. Et elle sort d'une grosse épreuve, c'est qu'elle s'est fait sortir au premier tour. Donc, ça nous a mis beaucoup d'humilité à tous les deux, puisqu'on avait tout gagné. Bah, elle avait tout gagné ces derniers temps. Et donc, du requestionnement, d'autres méthodes de travail. Elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle est positive. Elle vit son rêve d'une autre manière, avec une autre énergie pour apporter ça. Donc, ouais, Amina Zidani, c'est à elle que je pense. Et d'ailleurs, je la vois ce soir, là, il y a un restaurant qui a fait une pizza à son nom. Et on va goûter la pizza à son nom ce soir à Asnières. Eh Donc bien, voilà, écoute, entre deux bouchées, dis-lui que tu as fait un call-out et que donc elle va devoir se présenter dans l'octogone. Tôt ou tard, je vais venir vers elle. C'est avec beaucoup de gratitude que je te remercie d'une part d'avoir répondu aussi rapidement à mon invitation, d'autre part pour des questions d'organisation, d'avoir remis le tapis aujourd'hui. Beaucoup de gratitude pour toi, Aurélien, vraiment. Des échéances importantes pour toi, tes combattants qui te stimulent en ce moment? ouais, bah aujourd'hui même, j'ai Baptiste, le directeur technique de Châtillon, qui faisait une belle histoire aussi, qui faisait de la boxe complètement en loisir, juste pour se défouler, et qui termine directeur technique d'un des plus grands clubs de France, qui aujourd'hui est sélectionné au championnat du monde et qui hier a fait 2 victoires. En plus, il a un parcours intéressant. Il a fait l'entrée en compétition l'année dernière. Il fait 2 compétitions. Il se blesse 2 fois. Fracture de la main, fracture de la pommette. Donc vraiment, genre, la boxe, c'est pas pour moi. Je suis découragé. Il faut que j'arrête. Et il s'est juste rendu compte qu'il était trop dur avec lui, qu'il ne se reposait pas. Et là, le fait d'avoir appris à se reposer, de se faire du bien, il est parti à cette compétition mondiale où c'était peut-être le dernier qui avait des chances d'être sélectionné. C'est vraiment pas le favori de l'équipe de France. Et il a surpris par sa détermination, son engagement, le travail mental qu'on a fait. Et donc, Baptiste, là, il a gagné hier un KO, premier round, crochet au foie. Deuxième combat, il fait compter le mec 2 fois. Et là, il a 2 finales aujourd'hui. Il a 2 finales mondiales pour un pratiquant loisir qui a fait très peu de compétition. Donc, ouais, bah, j'ai hâte d'avoir les résultats. Et je l'ai coaché ce matin au téléphone, parce que c'est en Tchéquie, là, et hier aussi. Donc, il y a cette échéance à lui. Sinon, au niveau de mes échéances à moi, je réattaque mercredi avec la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, où je vais passer 15 heures avec les détenus, 5 fois 3 heures sur recycler l'énergie de la colère. Et le mantra, c'est je prépare ici qui je suis à la sortie. Qu'est-ce que tu apprends de particulier auprès d'un public aussi spécifique? Bah, ce que je leur apprends, c'est un peu dans le titre, Michael, recycler l'énergie de la colère. Quand tu épluches des légumes, tu as des épluchures. Tu peux les jeter ou tu peux en faire autre chose. Tu peux les recycler. Donc, c'est vraiment leur faire prendre conscience des forces dormantes en eux. Avec eux, c'était beaucoup de déculpabiliser. Ils sont jugés, ils sont condamnés, ils sont accusés, ils s'en veulent. Ils sont jugés par la famille, par l'entourage, par le juge, par eux-mêmes, par les matons. Ils sont des détenus, ils sont étiquetés. C'est fatigant, les étiquettes. Et que ça soit une étiquette premier de la classe ou dernier de la classe, ça te condamne. Une étiquette, c'est jamais bon. Donc, j'ai l'impression que ces personnes ont besoin de plus de soutien. Ils sont privés. Rappelez-vous au confinement, quand on ne pouvait pas marcher quand on voulait, quand on ne pouvait pas sortir de chez soi. Et encore, nous, on avait des gens qu'on avait choisis chez nous, on avait Internet, tout ça. Imagine-toi enfermer, la privation de liberté. Je sais qu'il faut protéger les citoyens et la société des personnes qui, à un moment dans leur vie, sont évaluées comme dangereuses. C'est le bien pour les deux. Mais qu'est-ce qui se passe pendant l'isolement? Comment on prend soin de ces personnes? Elles vont ressortir. Vous préférez qu'elles ressortent apaisées ou énervées? Donc voilà, on va beaucoup travailler là-dessus. Donc j'ai ça, j'ai des interventions, j'ai repris à Châtillon les cours mardi, jeudi, à On Air La Défense tous les lundis. J'ai pas mal d'interventions aussi en entreprise, en école. D'ailleurs, je lance un appel. Si toi qui m'écoutes, tu interviens dans une structure, quelle qu'elle soit, et que tu as envie de créer un moment comme on l'a créé là, mais en live et en vivant et en direct, eh ben, tu peux me contacter pour organiser ça. Si
tu me le permets, Mickaël, je sais que tu seras d'accord, j'aimerais offrir à tous ceux qui nous ont fait le plaisir de soutenir ton podcast et de nous écouter, j'aimerais offrir une formation vidéo de 21 vidéos plus 21 méditations, donc 3 semaines de coaching avec moi, gratuit. Cette formation a été vendue 2000 € et je l'offre aujourd'hui. Donc, tu as 21 vidéos de motivation à écouter le matin, 21 écoutes méditatives sur le même sujet à écouter le soir, un résumé PDF, des bonus. Il suffit juste de me demander sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail, sur Insta. Est-ce qu'on peut mettre le lien en description du podcast, tu penses? Le lien sur Insta et de m'envoyer un message et je t'envoie ça gratuitement. Ce n'est pas un tunnel de vente, c'est juste pour le plaisir de partager. Et tu pourras avoir 3 semaines de coaching pour avoir un suivi. C'était un plaisir immense pour moi. Très, très touché. Et puis, tu m'as donné beaucoup de travail parce que, tu sais, pour le générique de fin, j'ai prévu de prendre quelques-unes des citations impactantes de mon invité. Et je pense que toi, ça va durer 30 minutes, le générique de fin, tu vois. Il y en a un paquet. Et j'aimerais... Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Vous dire que souvent, désolé pour les auteurs que je n'ai pas cités, j'ai plutôt la mémoire du contenu que la mémoire des auteurs, mais beaucoup de ces citations ne sont pas de moi, elles sont universelles, elles nous appartiennent et partageons-les. Et si tu peux mettre les crédits des auteurs, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Aurélien. Merci, Mickaël. Ciao. C'était passionnant. Je te donne rendez-vous dans Stop Training pour les inédits de cet épisode de Go Fighting. Pour ce qui est d'Anthony Joran, tu le retrouves également sur sa newsletter Presque. N'oublie pas de t'abonner grâce au lien en description de ce podcast. Merci beaucoup à toi d'avoir suivi ce podcast. Si ça t'a plu, donne de la force, like, commente, étoile à gogo. C'est la meilleure façon pour toi d'aider ce podcast à se développer. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt sur Go Fighting. Et Stop Training, Go Fighting. Start winning. Dompe ton cerveau. Là, je te partage vraiment quelque chose qui va changer ta vie, toi qui m'écoutes. J'ai été obtus dès hier. Aujourd'hui, je suis à Folquemont, dans l'est de la France. J'en ai les yeux humides. Folquemont, j'en ai beaucoup pleuré. J'en ai pleuré des heures et des heures. Je me suis écroulé en larmes pendant 5 ans. À Folquemont, dans l'est de la France, il y avait le banner d'Anidine ou Mouratsari abattu, déprimé, dégoûté. Des acteurs porno, le mongol, le marginal, la pute, le voyou, les skinheads, le mouvement hip-hop, les zoulous, les bandes. Il y a un humoriste, un grand blond tout maigre. Paul Mirabel. Paul Mirabel. Je dis ce que je mange, qu'est-ce que je dois regarder à la télé, qu'est-ce que je dois lire, avec qui je dois pas jouer. Ça suffit, c'est insupportable. Vénère. À Folquemont, dans l'est de la France, tu bois du schnapp, tu manges des Mirabel. Avant ça, caméléon, les champignons, tout ce qui devait se faire, quoi, tu vois. Un petit truc, un petit truc. J'y croyais pas. Si t'en bouffes, c'est pas très bon pour ton corps. J'ai une bulle dans le ventre, une fermeture éclair, ça ouvre le front. Un truc de fou. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui parle, qui pense, qui respire, qui vibre, qui anticipe, qui perçoit, qui ressent. Et c'est Folquemont, dans l'est de la France. Même si c'est dur à dire, Folquemont. Attends, parce que là on va un peu vite avec l'émotion tous les deux. Folquemont. Waouh, c'est un putain de concept. Avec tout ça, Folquemont, je t'aime pour la vie. Fais-nous kiffer. On te fait confiance. Inspire-toi de ça aussi, toi qui m'écoutes.